Bonjour Internet, je viens de voir une vidéo sur YouTube où sous prétexte développement personnel, sous prétexte de vous aider à atteindre vos objectifs, on vous livre la recette du burn-out. Voilà l'objet du crime. Cette vidéo, 10 mots médiocres à supprimer de ton langage. Alors le fait de supprimer des mots, moi ça m'évoque la novlangue de 1984, pour ceux qui ont lu George Orwell. C'est-à-dire qu'on supprimerait des mots pour s'interdire de penser certains concepts. Or, le problème de supprimer certains mots, c'est que ça ne supprime pas le concept que ces mots expriment. C'est une sorte de manipulation politique dans 1984, et j'ai bien peur que ça ne cache une manipulation pour s'éloigner de soi dans cette vidéo. Torture, cafard, déchets radioactifs, feuilles d'impôt. C'est peut-être pas utile que je reproduise entièrement la vidéo d'Emilio ici. Je vous donne le lien dans la description si vous avez envie de le voir. Je vais en venir directement à ma critique. Et là, certes, je suis d'accord avec Emilio pour dire qu'il y a des mots plus ou moins chargés émotionnellement. Si le mot déchet radioactif est si connoté émotionnellement, c'est pour une bonne raison. Ça fait peur la radioactivité. Et cette peur, ça nous donne envie de nous en protéger. Si l'être humain n'en avait pas peur, il risquerait de mourir irradié, c'est pas glope. Et un déchet, tout comme un cafard, ça suscite en nous un certain dégoût. Or ce dégoût, c'est une énergie qui nous invite à nous débarrasser de ce déchet loin de notre lieu de vie. Les émotions sont là pour nous aider à agir. D'ailleurs, émotion, ça évoque le mouvement, c'est la même racine en latin. Si je m'interdisais de ressentir le dégoût que m'évoquent ces mots, alors je ne serais plus en état d'agir, de rétablir un état plus conforme à mon bien-être. Et on est là devant l'erreur classique du développement personnel des années 80 et 90, d'une époque où on classait encore les émotions en négatives et positives. Les neurosciences savent désormais qu'il n'y a pas d'émotions négatives, et une rapide recherche sur Internet me montre que ceci est désormais bien intégré dans les articles qui s'adressent au grand public. Un mot, c'est une étiquette sur un concept. Oui! D'ailleurs, David D. Burns, qui est connu pour avoir popularisé les concepts de la thérapie comportementale et cognitive, TCC, nous met en garde contre le danger qu'il y a à se coller une étiquette. Si je me vois comme le roi de la procrastination, alors je vais avoir beaucoup de mal à ne pas procrastiner. Mais si je disais tout simplement que j'ai procrastiné le tournage de ma première vidéo, ce qui est factuellement exact, ça ne veut pas aussi dire que je vais procrastiner le tournage de la deuxième vidéo. J'ai procrastiné la première, n'étant pas étiqueté, j'ai le choix entre procrastiner et ne pas procrastiner la deuxième vidéo. D'ailleurs, qui décerne le titre de roi de la procrastination? Elle est totalement inadaptée, cette étiquette. Allez hop, elle part avec les déchets. En ce sens, je suis d'accord, attention au pouvoir des mots. Néanmoins, il me semble que le but, c'est d'éviter les distorsions cognitives, ce que les coachs font appeler des croyances limitantes, qui peuvent provenir de l'étiquetage. Ok, mais de là à s'interdire totalement l'utilisation de certains mots... Bon, heureusement, plus loin, Emilio nuancerait un petit peu. Dans le dev perso, on parle souvent de la communication interpersonnelle, mais on parle beaucoup plus rarement de comment bien communiquer avec soi-même. Effectivement, le dev perso parle assez peu de comment communiquer avec soi-même. Mais la communication non violente, qu'on abrège souvent CNV, parle énormément de comment communiquer sans violence, avec soi-même et avec les autres, et en particulier pour ce qui nous concerne, en respectant ses propres émotions et ses propres besoins. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce que propose Emilio dans cette vidéo. Bon, voyons les mots un à un. Le numéro 1, c'est fatigué. Mais où est le problème d'être fatigué? Après un effort physique intense, t'es fatigué, c'est normal. Le soir, mon corps est fatigué, c'est signe qu'il est temps d'aller me coucher, c'est normal. Mais aujourd'hui, je refuse de dire que je suis fatigué. C'est moi qui décide quand je suis fatigué. Comment ça, tu décides si tu es fatigué? C'est pas à toi de décider, c'est ton corps qui est fatigué ou qui ne l'est pas. C'est tout. Je sais pas si vous avez vu le doigt là de la justice levé, je décide. Non, tu n'as pas ce contrôle. Et en t'ignorant ainsi, tu vas droit au burn-out. Le burn-out, c'est quand on a ignoré pendant trop longtemps ses besoins émotionnels ou ses besoins physiques au profit d'une vision idéalisée de soi, provenant en général du mental. Et là, on est totalement dedans. D'ailleurs, le mot burn-out est tout récent. Avant, on parlait peut-être juste de dépression,
Mais il n'empêche que l'augmentation rapide du nombre de cas de burn-out depuis les années 80, ça arrive en même temps que l'augmentation du succès des techniques d'auto-hypnose ou de PNL par lesquelles on se coupe de part de soi. Et je crois que c'est entièrement lié. Et c'est également l'inverse de ce que je propose de faire sur cette chaîne. Donc profitez-en pour vous abonner si le sujet vous intéresse. Ensuite, numéro 2, je vais essayer. On a là affaire à un classique du développement personnel hyper connu depuis Star Wars. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ça peut sembler une bonne idée de s'interdire l'échec pour se motiver. D'ailleurs, ça fonctionne. Mais ça renforce également le côté douloureux d'un échec. Autrement dit, ça va renforcer la pente de l'énéatype 3. Si tu es de type 3, voilà quelque chose à ne pas faire. Et si tu n'es pas de type 3, ça reste une technique à double tranchant. Tu vas être plus motivé à agir, mais tu vas augmenter ta peur de l'échec. À toi de voir. Et si tu ne connais pas l'énéagramme, bienvenue sur cette chaîne où nous allons parler d'énéagramme et t'aider à trouver ton type. Espérer. Ok, les sporteurs impuissants, classique. Enfin, de là à bannir le mot quand même. Ensuite, numéro 4, impossible. C'est vrai qu'on aimerait que tout soit possible, mais non justement, tout n'est pas possible. Alors oui, devant certaines difficultés, c'est pas bon de se dire d'emblée que c'est impossible de trouver une réponse adéquate, de pouvoir s'en sortir. Mais dans un premier temps seulement. Au bout d'un certain moment, il faut se dire que malheureusement, tu n'as pas trouvé de solution et que tu es en train de te cogner au réel. Mais croire que tout est possible, c'est nier le réel. Et si j'en crois certains, nier le réel, ça revient à nier Dieu. Alors c'est exactement ce que tu proposes de faire là, en niant les impossibilités. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pas ma faute. Effectivement, c'est assez classique de nier ses responsabilités. Les petits-enfants adorent dire « c'est pas ma faute » pour éviter une punition. Seulement les adultes prennent leurs responsabilités. Mark Manson en parle assez bien dans son livre « L'art subtil de s'en foutre ». Alors pour paraphraser Mark Manson, par exemple, si vous vous réveillez un jour et qu'il y a un nouveau-né devant votre porte, ce ne sera pas de votre faute si le bébé se trouve là. Par contre, le bébé sera sous votre responsabilité. Vous aurez à choisir quoi faire. Et quel que soit votre choix, le garder, s'en débarrasser, l'ignorer, ou le donner à manger à votre perroquet de compagnie, oui, Mark Manson a un humour un petit peu douteux, il y aura des conséquences associées à vos choix et vous serez tenu pour responsable. Oui, effectivement, arrivé à un certain stade de développement, c'est plus sage de prendre ses responsabilités et de cesser de dire « pas ma faute ». D'accord, Emilio, sur ce coup-là. Ou alors petit. Comme pour essayer, se forcer à voir les choses en gros augmente les déconvenus en cas d'échec, mais aide à réussir. Bon, c'est à double tranchant là aussi. Même s'il faut noter là, qu'en s'obligeant à voir les choses en gros, on est un petit peu en train de s'auto-hypnotiser, de se fuir et de se couper du réel, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Ensuite, problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Proverbe assez classique dans le V même orange de la spirale dynamique, pour ceux qui connaissent. Là aussi, comme pour impossible, refuser l'existence de problèmes revient à se couper d'une part du réel. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est assez classique chez l'énéatype 7 d'utiliser son mental pour fuir certaines parts du réel, telles que les choses impossibles et les problèmes. Se pourrait-il qu'Emilio soit de type 7 ? Je ne l'ai pas typé rigoureusement, mais effectivement, on est assez proche du fonctionnement égotique du 7 avec de tels conseils. C'est également assez amusant de voir espérer à la 3e position et problème à la 7e position. Ceux qui connaissent l'énéagramme doivent se régaler. Il faut que. Je fais moi-même la chasse au « il faut que » et autres « tu dois ». Winston Churchill faisait remarquer en son temps que rien n'est certain, sauf la mort et les impôts. Donc il faut que... non. La formulation « il faut que » implique en fait une contrainte. Emilio propose de remplacer « il faut que » par « j'ai besoin de », mais ça va pas très loin, parce qu'un remplacer une obligation par un besoin, c'est juste une manière un petit peu plus douce de formuler la chose. Allons beaucoup plus loin. En CNV, on apprend que l'on a toujours le choix. On n'est pas obligé de remplir sa feuille d'impôt. Si on ne remplit pas sa feuille d'impôt, on recevra probablement un rappel, on aura une majoration pour le retard. Donc, je choisis de remplir ma feuille d'impôt
dans le délai imparti pour éviter quelque chose d'encore pire. Mais on a toujours le choix de ne pas le faire. Ce n'est pas une obligation totale. Ici, avec la feuille d'impôt, l'exemple est peut-être un peu extrême, j'en conviens. Mais dans notre dialogue interne, au quotidien, on se crée des tas d'obligations hypnotiques qui commencent toujours par « il faut que », tu dois. Donc faire la chasse à ces obligations comme je l'ai fait et décider en pleine conscience de remplir ou non ces obligations, c'est une excellente idée et je vous invite à le faire. Numéro 9, fais chier. Plus globalement, le fait chier ou le ça casse les couilles, ça évoque une plainte. Peu importe d'ailleurs le vocabulaire employé, une plainte ce n'est que rarement constructif. C'est comme pour le pas ma faute d'ailleurs, ce sont les enfants qui se plaignent et qui attendent que l'adulte vienne résoudre leurs problèmes. Or l'adulte prend ses responsabilités et répond lui-même à ses propres besoins. Alors évidemment, se plonger à fond dans la négativité qu'amène fait chier, c'est pas une bonne idée. Mais déjà, constater que quelque chose nous fait chier, c'est un bon début. C'est le signe qu'un de nos besoins n'est pas satisfait. Certaines personnes, je pense notamment en termes d'énéagramme au type 2, qui a du mal à reconnaître ses besoins, ou au type 9 qui a tendance à s'anesthésier, gagneraient grandement à oser formaliser leur propre plainte. A l'inverse, le type 4, qui a tendance à se plonger dans les émotions, gagnerait effectivement à chercher en adulte des solutions à ce qui le fait chier. Trigger a sorti une courte méthode pour se passer de la plainte, qu'il appelle un ouin-ouin, à la satisfaction de ses besoins. Je vous en donne le lien dans la description. Je déteste. C'est dommage de refuser d'exprimer son dégoût. Comme je disais en introduction, toutes les émotions nous sont utiles. Cependant, à en écouter ses explications, il s'agit plus pour lui d'essayer de voir du positif en toute chose. Alors formulé ainsi, je dirais pourquoi pas, mais je ne peux m'empêcher de voir derrière une volonté de s'auto-manipuler pour chasser le négatif, pour se couper à nouveau d'une part du réel. Et en même temps, apprendre à une personne en dépression légère à sortir du négativisme et à voir un peu plus de positif peut l'aider à se sortir de la dépression. Là encore, c'est à double tranchant. Pour finir, je suis allé sur sa chaîne YouTube me demander s'il n'y avait pas d'autres vidéos avec des conseils un petit peu douteux. Malheureusement, ça fait beaucoup de vidéos à regarder. Mais l'une de ces vidéos a particulièrement retenu mon attention. C'est cette vidéo où il nous explique qu'il ne se lèvera plus à 5 h du matin. Dans cette vidéo, Emilio nous explique avoir précédemment décidé de se lever tôt suite au livre Miracle Morning qui à l'époque avait lancé une mode sur YouTube. Et lui-même, à son tour, a fait la promotion de cette idée. Ce sujet m'interpelle particulièrement. Moi, je suis dans l'incapacité totale de me lever aussitôt. Je dirais même, moi, je pourrais facilement me coucher à 5 h du matin. Je suis ce qu'on appelle un couche-tard extrême. D'autres personnes sont plutôt des lève-tôt. Oui, il s'agit là d'un élément de la culture populaire qui existe d'ailleurs également en anglais où il y a des early birds et des night owls. Autrement dit, des oiseaux matinaux et des hiboux nocturnes. Mais c'est validé par la science également et surtout. J'avais feuilleté le Miracle Morning il y a quelques années, j'y ai rien vu de transcendant. Il s'agissait de se lever 1 heure plus tôt pour caser de nouvelles activités le matin, notamment du sport ou de la lecture. Mais peu importe d'ailleurs ce que vous y casez. Et ça peut effectivement être une bonne idée pour les lève-tôt de se lever plus tôt, mais c'est une mauvaise idée pour les lève-tard. Et Hal Elrod a totalement balayé cet aspect couche-tard, lève-tôt dans son livre, il l'a même nié si je me souviens bien. Mais cela n'a pas empêché YouTube de s'emparer de cette idée et s'en devenait limite culpabilisant de ne pas pouvoir se lever à 5 h du matin. Là aussi, des youtubeurs nous ont fait des vidéos où on expliquait comment par la force de la volonté, on allait pouvoir devenir des lève-tôt. Or, ça ne marche tout simplement pas. Trop souvent, je vois des conseils de développement personnel qui consistent à s'appliquer par la force des choses qui vont à l'encontre de son propre intérêt. Se lever à 5 h du matin quand on n'a pas la physiologie pour, ou ne pas s'autoriser à être fatigué, par exemple, cela relève d'un déni de sa propre personne, voire d'un refus de s'aimer. Emilio a désormais arrêté de se lever tôt, mais il a quand même participé à cette mode en la promouvant, certes sincèrement, puisqu'il a lui-même suivi son propre conseil.
Il s'agissait simplement d'une mode du développement personnel à l'époque. Or, les bonnes idées, à mon avis, sont plutôt intemporelles. Ça fait maintenant quelques années que j'observe le monde du développement personnel et ce que j'en ai gardé n'est finalement pas grand-chose. Entendons-nous bien, je ne dis pas que tout ce que propose le développement personnel est mauvais, mais il y a quand même de très nombreux conseils qui aident une personne, mais qui sont contre-productifs pour une autre personne. Or, savoir ce qui peut nous faire du bien, ça nécessite déjà de bien se connaître. Et ça tombe bien, c'est le sujet de ma chaîne, donc abonnez-vous. Pour finir, j'ai eu un petit peu peur au début de la vidéo en voyant Emilio ne pas s'autoriser à être fatigué. Vraiment, c'est à ne pas faire, c'est le chemin vers le burn-out. De même que le risque est assez grand de se couper d'une part du réel en refusant d'essayer, d'espérer, de voir des choses impossibles, de voir les choses en petit, de refuser l'existence d'un problème ou de s'obliger à aimer en toutes circonstances. J'appelle à faire assez attention avec ça, ça peut être dangereux, notamment si ça fait partie de votre pente, je pense ici à l'énéatype 7. Pour ce qui est des bonnes idées, parce qu'il y en a dans cette vidéo, il y en a même 3 sur les 10 suggestions, ce pourrait ainsi être une bonne idée de faire attention au déni de responsabilité qu'implique un « c'est pas ma faute » et un « fais chier ». Et enfin, pour finir, les « il faut que » ainsi que les « tu dois » dont il ne parle pas, tendent à cacher des obligations hypnotiques qu'il serait sage de questionner sans nécessairement les nier d'ailleurs. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes et à bientôt Internet. Ciao!